Bonjour et bienvenue dans l'iceberg des lieux hantés. Joyeux Halloween les aventuriers. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre des lieux les plus terrifiants de notre planète. Au cours de notre voyage, nous allons visiter des châteaux hantés, des forêts interdites et des cimetières flippants, mais aussi partir à la rencontre de terribles esprits frappeurs. Mais avant toute chose, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne. C'est très important et ça me soutient grandement. Bref, sans plus attendre les aventuriers, installez-vous confortablement dans votre canapé et prenez quelque chose à manger, car nous partons dès maintenant découvrir les lieux hantés les plus sombres et les plus terrifiants de la planète. Ok les aventuriers, vous vous trouvez à la surface de l'iceberg, où une célèbre maison hantée, une île maudite et une forêt à la réputation maudite vous attendent. Pour commencer cette aventure, nous plongeons au cœur d'une des capitales les plus emblématiques du monde, celle de nos amis anglais. Voici la Tour de Londres, l'un des lieux les plus hantés et chargés d'histoire du Royaume-Uni, et où Guillaume le Conquérant a posé la première pierre en 1066. À l'origine, la Tour de Londres était un palais et une forteresse, mais surtout une prison redoutée pour quiconque déplaisait au roi. Et ses murs ont tout absorbé. C'est comme si la pierre elle-même était gorgée de souffrance et qu'elle n'a jamais vraiment eu le temps de sécher. Et c'est là que ça devient intéressant, car la nuit, quand les touristes sont partis et que le silence s'installe, la Tour de Londres se réveille. Les gardes qui vivent encore ici, les fameux Yeoman Warders, pourraient vous raconter des histoires vous glacer le sang. Et on ne parle pas d'un petit courant d'air ou d'une porte qui grince. Non, car on parle de bruit de pas lourds dans les escaliers où il n'y a personne, de chiennes que l'on traîne dans les couloirs et de chuchotements qui semblent s'accrocher aux tentures. Et puis, évidemment, il y a les apparitions spectrales. La plus célèbre, la superstar des fantômes de la tour, c'est elle. Anne Boleyn, la deuxième femme d'Henri VIII, décapitée en 1536. On dit qu'elle se prenne encore près du lieu de son exécution, tenant parfois sa tête sous son bras, et que ses pas résonnent sur le sol froid de la tour ouverte. Mais Anne n'est pas seule. Lady Jane Grey, Thomas Becket, Henri VI et même les fameux princes dans la tour ont tous été aperçus par des gardes ou des visiteurs à travers les siècles. Ajoutez à cela les corbeaux noirs qui vivent sur l'enceinte, et vous obtenez un lieu où l'histoire, la tragédie et le surnaturel se mêlent en permanence. Les ombres, les bruits étranges et les silhouettes fugaces sont là pour rappeler que la tour n'est pas seulement un musée ou un monument historique, c'est un sanctuaire pour les âmes qui n'ont jamais quitté ses murs. Imaginez, vous trouvez la maison de vos rêves. Bon d'accord, elle a une petite histoire un peu sombre, mais pour 80 000 $, c'est l'affaire du siècle. C'est en tout cas ce que se sont dit George et Cathy Lutz, se ferait cette affaire, c'est un aller simple pour l'enfer. Nous nous trouvons à Amityville, un petit village de Long Island, non loin de New York. Au 112 Ocean Avenue se trouve une superbe maison coloniale avec ses fenêtres en demi-lune qui lui donnent l'air d'un visage qui vous dévisage froidement. Et croyez-moi, ses yeux ont tout vu. Parce qu'un an avant que les Lutz ne posent leur carton, ces murs ont été le théâtre d'un massacre. Ronald DeFeo Jr. y abat toute sa famille pendant leur sommeil, prétextant être sous l'emprise du diable. Ronald sera jugé et condamné à la prison à vie, mais l'ombre de ses crimes semble encore planer sur la demeure. Les Lutz le savaient, mais bon, le prix était imbattable. L'emménagement a lieu en décembre 1975, la crémaillère, elle, n'aura jamais lieu. En effet, dès les premiers jours, l'ambiance se détériore. Des nuées de mouches envahissent la maison, des odeurs de parfums écœurantes apparaissent et disparaissent, et des taches noires sointent des murs. Le prêtre, venu bénir la maison, se fait littéralement éjecter par une force invisible, tandis qu'une voix de croque-mort lui ordonne de partir. Pour ne rien arranger, George se réveille chaque nuit à 3h15, l'heure des meurtres. Il devient agressif, distant, comme si l'ombre du tueur s'emparait de lui. Et ça va de mal en pis. Cathy lévite au-dessus de son lit, tandis que leur fille se fait un nouvel ami imaginaire, un cochon aux yeux rouges nommé Jody. Comme quoi les aventuriers, tout n'est pas forcément bon dans le cochon. Le 28 jours, c'est l'apothéose. Les murs se mettent à suinter une gelée verdâtre, des forces invisibles molestent la famille, et une silhouette encapuchonnée se matérialise dans un couloir. C'en est trop pour les Lutz qui attrapent leurs enfants et fuient, abandonnant tout sur place. Bon, il y a tout de même de quoi être sceptique face à un tel récit. S'agit-il d'un canular monté de toutes pièces pour se faire de l'argent ou un véritable portail vers une dimension maléfique? Les très controversés enquêteurs Ed et Lorraine Warren, réputés pour leurs investigations paranormales mais souvent critiqués, déclarent qu'une présence d'une noirceur absolue hante la maison et prennent la fameuse photo d'un petit garçon fantôme qui les observe depuis le haut de l'escalier. Quoi qu'il en soit, le récit des Lutz inspira un livre puis une longue série de films transformant la maison en icône du mal moderne. Car une chose est sûre, Amityville est devenu le symbole du rêve américain qui vire au cauchemar. Il est la preuve terrifiante que, parfois, le mal ne se contente pas de frapper à votre porte, il a déjà les clés. On quitte les cauchemars d'Amityville pour un silence bien plus profond.
On se retrouve au Japon, plus exactement au pied du majestueux mont Fuji, où s'étend la forêt d'Aokigahara à perte de vue. Mais attention les aventuriers, ce n'est pas une forêt où l'on va faire un pique-nique le dimanche. D'abord, parce que le sol est un chaos de racines et de roches volcaniques issues d'anciennes coulées de lave. Il est si riche en fer que les boussoles et les GPS perdent complètement le nord. Si vous quittez les sentiers, alors vous êtes perdu. Le sous-bois est rare, laissant passer des clairières qui renforcent l'impression d'isolement. Mais le plus troublant, ce n'est pas ça, c'est le silence. Un silence qui n'est brisé que par le vent et qui, selon la légende, transporte les gémissements des âmes perdues et peut même attirer les Kodama, les esprits des arbres du folklore japonais. Et d'ailleurs, je vous l'annonce en avance, mais un épisode sur le Japon sortira très bientôt sur la chaîne. Bref, historiquement, Aokigahara était déjà un lieu de mort et on y pratiquait l'ubasute. En période de famine, les familles y abandonnaient leurs aînés pour qu'ils y meurent. Toutefois, sa réputation moderne a été scellée dans les années 1960 après qu'un roman la décrite comme le lieu parfait pour en finir. Et depuis, des morts y sont régulièrement recensés, ce qui pousse les autorités japonaises à installer des panneaux de prévention et à organiser des patrouilles pour tenter de sauver des vies. Depuis, des centaines de personnes y ont fait leur dernier voyage. Les esprits qui entouraient ce lieu, ce sont les Yurei, les fantômes vengeurs du folklore japonais. Les gardes forestiers et les rares visiteurs parlent de silhouettes blanches qui glissent entre les arbres, de chuchotements et d'un sentiment de tristesse si écrasant qu'il vous aspire et qu'il vous donne envie de vous laisser tomber et de ne plus jamais vous relever. Une photo, c'est un souvenir figé et un instant volé au temps. Mais parfois, la photo capture quelque chose qui n'était pas invité, qui n'aurait jamais dû être là. Bienvenue à Raynham Hall, un magnifique manoir anglais du XVIIe siècle, témoin des intrigues et drames de la noblesse et qui abrite l'une des histoires de fantômes les plus célèbres et surtout l'une des mieux documentées au monde. L'invité surprise, c'est la Dame en brun. On pense qu'il s'agit de l'esprit de Lady Dorothy Walpole, sœur d'un premier ministre britannique et qui est officiellement décédée de la variole en 1726. Mais la légende, elle, est bien plus sombre. Dorothy aurait été accusée d'adultère par son mari, qui l'aurait, selon les rumeurs, emmurée vivante dans une partie du manoir. Même après sa mort, elle n'aurait jamais l'autorisation de quitter la demeure. Certains visiteurs rapportent qu'elle se manifeste non seulement dans l'escalier principal, mais aussi près de sa chambre ou le long de la galerie du manoir. Les témoins sont nombreux, et tous décrivent la même chose. Une femme gracieuse, vêtue d'une robe de brocart marron, flottant silencieusement. Mais le moment qui a fait basculer la légende en quasi-certitude survient en septembre 1936. Deux photographes du magazine Country Life sont là pour un reportage, ils installent leur matériel au pied de l'escalier lorsque l'un d'eux se fige et crie. Il voit une forme vaporeuse descendre les marches. Ce collègue prend immédiatement une photo, celle-là même qui fera le tour du monde. Le cliché que vous voyez sur votre écran est l'une des photos de fantômes les plus célèbres, les plus analysées et les plus débattues de tous les temps. On y voit une silhouette éthérée, presque transparente, qui flotte sur l'escalier. Et pourtant, cette photo divise encore les esprits. Les sceptiques y voient un faux. Superposition, reflets lumineux doublés et ressemblance avec une statue de la Vierge Marie qui pourrait expliquer les faits capturés. Certains experts évoquent une double exposition accidentelle ou même un petit trucage simple. A l'inverse, les partisans de l'authenticité rappellent que de nombreux témoins ont affirmé avoir vu l'apparition avant la prise de vue. Et vous les aventuriers, vous en pensez quoi? S'agit-il d'un simple trucage habile ou une véritable preuve de hantise? Imaginez que vous héritez de la fortune des carabines Winchester. Mais après la mort brutale de votre mari et de votre fille, un médium vous annonce une prophétie. Vous êtes maudite et les âmes des victimes tuées par les armes Winchester vous poursuivront, à moins que vous ne construisiez une maison sans jamais vous arrêter. Aussi improbable que cela puisse paraître, cette histoire est bien réelle. Nous sommes en 1884 à San José, en Californie, lorsque Sarah Winchester achète une simple ferme de 8 pièces et commence à bâtir ce qui deviendra l'un des lieux les plus étranges d'Amérique. Pendant 38 ans, sans plan ni architecte, les ouvriers travaillent jour et nuit. Chaque soir, la veuve se retire dans une salle de séance pour consulter les esprits qui lui dictent les nouvelles modifications à apporter. Un escalier par ici, une porte par là, un couloir qui tourne sur lui-même et bien d'autres encore. Le résultat est un chef-d'œuvre de démence architecturale. Plus de 160 pièces, 47 cheminées, 2000 portes, 10 000 vitres et des anomalies à chaque étage. Il y a des escaliers qui s'arrêtent net au plafond, des portes qui s'ouvrent dans le vide ou encore des fenêtres incrustées dans le sol. Tout semble conçu pour perdre les esprits ou peut-être même pour les piéger. Néanmoins, en 1906, un violent tremblement de terre frappe la Californie et détruit une partie du manoir. Sarah y voit alors un avertissement venu de l'au-delà. Elle fait aussitôt murer certaines pièces, celles où elle pense que les esprits se sont manifestés. Ces chambres n'ont plus jamais été ouvertes depuis. Puis le matin du 5 septembre 1922, Sarah Winchester meurt paisiblement dans son sommeil.
À cet instant précis, les marteaux s'arrêtent, plus aucun clou n'est posé et la maison reste figée comme un puzzle sans fin. On quitte la folie architecturale pour une folie bien plus contagieuse. On est à Venise, la ville des amoureux. Mais à quelques minutes en bateau des gondoles et des palais, il existe une île où personne ne veut aller. Son nom est Poveglia. Au XIVe siècle, alors que la peste noire ravage l'Europe, Venise décide d'isoler ses malades. Les navires suspects sont envoyés en quarantaine à Poveglia, les infectés sont débarqués ici pour y mourir, loin du reste du monde. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants y sont abandonnés à leur sort, puis brûlés dans d'immenses fosses communes. On estime que plus de 160 000 personnes ont péri sur cette île, et aujourd'hui encore, la terre y est si saturée de cendres humaines qu'elle en est presque grise. Les siècles passent, mais la malédiction persiste. En 1922, un hôpital psychiatrique est construit sur ce sol maudit. Et quand on peut s'y attendre, les rumeurs commencent. On parle d'un directeur obsédé par la folie, des lobotomies sans anesthésie et des cris qu'on pouvait entendre jusque dans la lagune. La légende raconte que le médecin, tourmenté par les spectres de ses victimes, aurait fini par devenir fou lui-même et se serait jeté du haut du clocher. Certains disent qu'il a survécu à la chute, juste assez longtemps pour voir des silhouettes fantomatiques l'entourer avant de mourir. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs de la région évitent toujours de s'approcher trop près. Ils jurent que, les nuits de brouillard, on entend sonner la cloche du clocher alors même qu'elle a été retirée il y a plus d'un demi-siècle. Et ceux qui ont bravé l'interdit parlent d'un silence pesant, d'une sensation de présence et de voix qui chuchotent leur nom dans les couloirs en ruine. Certains assurent avoir vu des ombres mouvantes longer les murs ou sentir des mains invisibles les pousser vers la sortie. Tout compte fait, je pense qu'on va rester bien sagement dans les ruelles de Venise. L'asile ferme définitivement ses portes en 1968 et depuis, l'accès à l'île est strictement interdit. Même les tentatives de rachat ont échoué. En 2014, le gouvernement italien a tenté de vendre Poveglia à un investisseur privé, mais aucun n'a osé y construire quoi que ce soit. Bref, Poveglia n'est pas seulement hantée, elle est toxique. C'est une cicatrice à ciel ouvert que même les autorités préfèrent laisser sombrer dans l'oubli, de peur de réveiller ceux qui y dorment encore. Très bien les aventuriers, vous êtes dans les eaux claires de l'iceberg où je vais vous parler d'un sordide sanatorium et d'un hôtel aux résidents fantomatiques. Mais avant cela, je vous emmène sur un champ de bataille où les fantômes de la guerre de sécession errent encore. Pendant 3 jours de juillet 1863, Gettysburg vivent sous le tonnerre des canons et les cris des soldats. C'est au tournant de la guerre de sécession, une bataille sanglante qui laisse derrière elle plus de 50 000 morts, blessés ou disparus. Pourtant, à Gettysburg, les fantômes ne cherchent pas à effrayer. Ce sont plutôt des traces, des échos d'un passé trop fort pour disparaître. Les visiteurs racontent qu'en marchant le long des champs, ils voient surgir des silhouettes en uniforme, qu'il s'agit de soldats de l'Union de la Confédération, avançant d'un pas décidé, indifférents au monde moderne autour d'eux. D'ailleurs, petit aparté, ça me fait penser à Synchronique, un film de science-fiction assez sous-coté, avec Anthony Mackie dans le rôle principal. Bref, revenons-en à nos fantômes. Certains lieux ici sont devenus légendaires pour leurs manifestations. À Devil's Den, les visiteurs rapportent souvent des anomalies sur leurs photos. Des silhouettes entre les rochers, des voix qui semblent sortir de nulle part, ou cette impression oppressante d'être observé. Beaucoup disent avoir croisé un homme en uniforme confédéré qui les guide calmement à travers le champ, avant de disparaître dans l'air. À la Farnsworth House, transformée en auberge, les clients racontent des coups discrets dans les murs, des pas dans l'escalier, et la silhouette d'un jeune soldat visible dans les combles, observant la rue à travers la même lucarne, d'où furent tirés des coups de fusil pendant la bataille. Et puis, il y a Jenny Wade, la seule civile, tuée lors des combats. Depuis, on dit que sa voix résonne encore dans la maison, que son parfum flotte parfois dans le couloir, ou que les portes se referment doucement, comme si quelqu'un veillait encore sur le foyer. Mais je crois bien que ma hantise préférée est celle du champ de piquet de charge, où des visiteurs affirment avoir entendu des clairons, vu des colonnes de fumée s'élancer dans le vide, et même aperçu des rentiers de soldats fantomatiques, prêts à charger. Certains disent même avoir aperçu Robert Tilly, qui, rappelons-le, était le commandant des forces confédérées, contemplant la plaine avant de s'évanouir dans le brouillard. Au début du XXe siècle, la tuberculose ravage l'Amérique. On l'appelle la peste blanche. Les collines de Waverly sont alors choisies pour accueillir un hôpital isolé, loin de la ville. Le premier bâtiment ouvre en 1910, modeste et en bois. Mais très vite, l'épidémie empire et en 1926, un immense sanatorium gothique de 5 étages s'élève dans la brume. Ici, tout respire la souffrance. Les malades sont coupés du monde et soumis à des traitements expérimentaux. Les couloirs résonnent des cris et de la toux, et on estime qu'entre ces murs, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie. Mais la direction, elle, a trouvé un moyen de préserver le moral des survivants. Un tunnel de béton de 150 mètres creusé dans la colline, que l'on appelle aujourd'hui le tunnel de la mort. Par là, on évacue les cadavres en secret, à l'abri des regards indiscrets. C'est une descente glaciale où les corps glissaient sur un rail métallique jusqu'au fourgon mortuaire.
et je vous le concède, c'est vraiment glauque. Aujourd'hui, le bâtiment est vide, mais il n'est pas silencieux pour autant. Ceux qui ont le courage d'y passer la nuit parlent d'un petit garçon nommé Timmy, qui aime toujours faire rouler sa balle au 3e étage. Puis il y a aussi cette infirmière qui aurait mis fin à ses jours après avoir découvert sa grossesse. Et puis, il y a ces ombres, des silhouettes noires, rapides, qui traversent les couloirs comme des éclairs de suie. Évidemment, des équipes comme Ghost Adventures ou Ghost Hunters ont capturé des anomalies troublantes. Des voix qui crient « Sortez !», des portes qui claquent sans raison, des orbes de lumière flottant dans les chambres vides, et même des formes humanoïdes repérées sur caméras thermiques se tenant immobiles dans les angles les plus sombres. Il y a des hôtels où l'on va juste pour dormir. Et puis il y a le Chelsea Hotel à New York. C'est un endroit où les rêves et les cauchemars des plus grands artistes du XXe siècle se sont littéralement imprégnés dans les murs. Ce bâtiment de briques rouges, c'est le refuge de la contre-culture où se sont croisés Bob Dylan, Janis Joplin ou encore Andy Warhol. Mais ce tourbillon de génie avait une face très sombre, car l'hôtel était le théâtre de mort, d'overdoses et de drames. Le plus célèbre drame reste la mort de Nancy Spungen, la petite amie de Sid Vicious des Sex Pistols, poignardée dans la chambre 100 en 1978 et causant une véritable anarchie aux États-Unis. La hantise du Chelsea, elle vient de là. De cette accumulation de décennies d'émotions extrêmes, de la plus haute inspiration à la plus profonde autodestruction. Les fantômes du Chelsea Hotel sont aussi rock'n'roll que ses anciens résidents. On parle du poète gallois Dylan Thomas, qui errerait près du bar où il a bu ses derniers verres, mais les plus actifs seraient Sid et Nancy, unis pour l'éternité dans la mort. Des personnes racontent avoir vu la rockstar près de l'ascenseur, entendu les disputes spectrales provenant de la chambre 100, et même ressenti des présences invisibles dans d'autres étages. Mais la plupart du temps, c'est plus subtil comme des pannes d'électricité inexpliquées, des points froids, des ombres fugitives, et surtout cette vague d'énergie créative mêlée à une profonde mélancolie. Toute cette ambiance, toute cette aura a attiré de nombreux artistes, cherchant l'inspiration dans cette atmosphère unique et chargée. Parfois, les pires enfers se cachent dans les plus beaux paysages. En Tasmanie, derrière les falaises abruptes et la baie d'un bleu profond, se tient les ruines de Port Arthur, l'une des colonies pénitentiaires les plus redoutées de l'Empire britannique. De 1833 à 1877, Port Arthur recevait les criminels considérés comme irrécupérables, ceux qui avaient défié la loi ou échappé à toute discipline. À première vue, le site paraissait presque idyllique, mais ce qui se cachait derrière les murs était un système de torture psychologique bien plus cruel que n'importe quel châtiment corporel. En effet, les prisonniers étaient soumis au fameux Silent System. Ils étaient enfermés 23 heures sur 24, cagoulés, incapables de parler ou de croiser le regard d'un autre. L'objectif officiel était de les amener à la repentance. Mais la réalité, elle, était tout autre. Beaucoup sombraient dans la folie, d'autres dans une dépression si profonde qu'elle les menait parfois jusqu'au désespoir ultime. C'est ce silence oppressant et cette solitude absolue qui ont semé les graines des légendes de fantômes qui hantent Port Arthur encore aujourd'hui. Les Ghost Tours révèlent des histoires qui glaceraient le sang. Parmi elles, l'histoire de fantôme la plus célèbre est celle de la Dame en Bleu, l'épouse d'un officier mort en couche. Depuis, elle erre dans le pénitencier, cherchant désespérément son enfant. Les visiteurs racontent d'entendre des chaînes qui cliquettent, des sanglots d'enfants et une tristesse si lourde qu'elle coupe presque le souffle. Mais évidemment, les fantômes de Port Arthur ne se limitent pas à la Dame en Bleu. Au Commandant's House, certains observaient le fauteuil à bascule du commandant se balancer tout seul. Et plus étrange encore, certaines photos prises à l'intérieur semblent altérées, comme si la maison refusait d'être capturée par l'objectif d'un appareil. Allez savoir, peut-être qu'elle est timide. La chapelle a elle aussi sa part de sinistre réputation. Un meurtre y a été commis, brutal et sans témoin. Depuis, les pierres tachées de sang semblent repousser le lierre, comme si la nature elle-même refusait de couvrir la mémoire de l'horreur. Et que dire du Parsonage Building où vive un révérend mort bien trop jeune. Les témoignages rapportent des odeurs étranges, des bruits inexplicables et des lumières qui clignotent sans raison. Bref, je ne sais pas vous les aventuriers, mais cette histoire m'a quand même donné de sacrés frissons. Mettons désormais le cap sur l'Afrique du Sud afin d'y découvrir l'un des lieux les plus hantés du continent africain. Très bien, nous voici face à une forteresse en forme d'étoile. Le fort de Bonne-Espérance. Construit au XVIIe siècle par les Néerlandais, c'est le plus vieil édifice colonial du pays et ses murs ont été témoins de siècles de violence, d'injustice et de luttes sanglantes de pouvoir. La véritable réputation paranormale du lieu remonte au XVIIIe siècle lorsque le gouverneur Peter Rispert von Noot, réputé pour sa cruauté légendaire, marqua l'histoire de son empreinte diabolique. En 1729, Von Noot condamne plusieurs soldats à mort et l'un d'eux, sur l'échafaud, le maudit en l'exhortant à assister à son exécution. Le gouverneur refuse, sûr de lui. Mais plus tard dans la journée, il est retrouvé mort dans son fauteuil, le visage tordu par la terreur, comme si la malédiction s'était accomplie. Depuis ce jour, on dit que son esprit est prisonnier de la forteresse, annonçant le début d'une longue série de phénomènes inexpliqués.
car les récits paranormaux s'accumulent depuis des siècles. Des gardes rapportent d'entendre des cris, des jurons et des pas résonner près des appartements du gouverneur, tandis qu'un soldat fantôme rejoue ses derniers instants sur Terre en se jetant des remparts. Un immense chien noir surgit parfois pour disparaître aussitôt, et la cloche du fort se met à sonner seule, sans intervention humaine. Mais ma hantise préférée est définitivement celle de la dame en gris, pleurant dans les couloirs, qui cessa de se manifester le jour où l'on découvrit un squelette féminin lors de fouilles. Concluons cette strate de l'iceberg avec un endroit où vous n'aimeriez pas traîner les pieds. En effet, la plupart des lieux hantés ont un fantôme, peut-être deux pour les plus surchargés. Le village de Pluckley, en Angleterre, en a plus d'une douzaine. Non, ce n'est pas une blague, Pluckley est même inscrit au livre Guinness des records comme le village le plus hanté de Grande-Bretagne. Bon, si vous avez tout de même le courage de visiter Pluckley, voici le programme. Près du pont, vous pourrez peut-être entendre les derniers cris d'un bandit de grand chemin qui s'est fait épingler un chêne par les villageois. Un peu plus loin, dans le cimetière, vous aurez le choix entre la dame rouge, qui cherche la tombe de son enfant, et la dame blanche, qui préfère errer dans le vieux manoir. Et si vous passez près de l'école, levez les yeux et prenez garde. Car, en effet, vous pourriez apercevoir un maître d'école se balançant éternellement au bout d'une corde. Enfin, si vous êtes en voiture la nuit, ne soyez pas surpris si vous entendez le bruit d'un carrosse tiré par des chevaux, sans voir de carrosse ni de chevaux bien évidemment. Les habitants sont tellement habitués à cette manifestation qu'ils pourraient presque vous donner les horaires de passage. Mais les bois alentours du village possèdent aussi une sinistre réputation. On dit que cette forêt est hantée par les gens qui s'y sont perdus et que l'on peut régulièrement entendre leurs cris apeurés. Selon la légende, le 1er novembre 1948, 20 corps ont été retrouvés entassés les uns sur les autres dans ce qu'on a appelé le Daring Woods Massacre. En 1964, souhaitant lever le mystère de ce massacre, un détective privé nommé Robert Collins commença une nouvelle enquête. Celle-ci fut interrompue brutalement un an plus tard quand Collins trouva la mort dans un accident de la route. Même s'il y a des chances que cette histoire soit fictive, avouez qu'il y a de quoi avoir peur en se promenant dans Pluckley et ses alentours. Super les aventuriers, nous plongeons désormais dans les eaux troubles de l'iceberg avec au programme une inquiétante île aux poupées, un train fantôme et une créature qui hante les murs d'un château médiéval. Bon, certains navires sont faits pour transporter des passagers, d'autres semblent faits pour transporter des fantômes. Le RMS Queen Mary, aujourd'hui amarré à Long Beach en Californie, appartient sans conteste à cette deuxième catégorie. Ce paquebot de luxe, plus grand et plus rapide que le Titanic, a connu une double vie. Dans les années 1930, il était un palace flottant pour les stars d'Hollywood, accueillant élégance et fêtes somptueuses. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il troqua son smoking pour un uniforme militaire et devint le Grey Ghost, transportant des milliers de soldats à travers l'Atlantique. C'est au cours de cette période sombre et au fil de ces nombreuses croisières que les drames et accidents se sont accumulés, donnant naissance à une légion d'esprits qui n'ont jamais vraiment quitté le navire. Le Queen Mary est aujourd'hui un véritable catalogue de hantises. Dans la salle des machines, près de la porte étanche numéro 13, le fracas métallique qui a coûté la vie à un jeune marin de 18 ans résonne encore selon les témoins. Près de la piscine de première classe, désormais vide, des empreintes de pas mouillées apparaissent parfois de nulle part, et les visiteurs entendent les rires et les plongeons d'une fête éternelle. Comme quoi, la croisière s'amuse, même dans l'au-delà. La cabine B340, quant à elle, est particulièrement active. On y recense des couvertures arrachées, des robinets qui s'ouvrent seuls, au point que la pièce a été condamnée pendant plusieurs années. Et parmi les fantômes les plus célèbres, on compte Jackie, une petite fille que l'on entend chanter près de la piscine de seconde classe, ainsi que la dame en blanc, une silhouette élégante et mélancolique, dansant seule dans l'ancien salon principal. Allez, on change d'ambiance en partant pour Singapour. Il est difficile d'imaginer qu'une cité aussi moderne, symbole d'ordre et de technologie, puisse cacher l'un des lieux les plus hantés d'Asie. Et pourtant, derrière les tours de verre et les avenues impeccables, se dissimule un passé bien plus sombre. Construit dans les années 1930 par les Britanniques, l'ancien hôpital de Changi a été le témoin de l'un des chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Singapour est tombé aux mains des Japonais, l'hôpital a été réquisitionné par la tristement célèbre Kempeitai afin de le transformer en camp de prisonniers et en centre de torture. Les murs, censés entendre les murmures réconfortants des infirmières, ont résonné des cris d'agonie des prisonniers de guerre. Après la guerre, l'hôpital a repris ses fonctions, mais le personnel et les patients ont rapidement compris qu'ils n'étaient pas seuls. Des apparitions de soldats japonais en sang, des silhouettes d'infirmières spectrales, des bruits de pas martiaux dans les couloirs vides et des hurlements déchirants en pleine nuit sont devenus monnaie courante. Les esprits qui hantent Changi sont ceux des prisonniers torturés, mais aussi, dit-on, des entités du folklore local, comme les Pontianak, attirés par l'odeur de la mort. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ces créatures, je vous redirige vers mon iceberg des monstres. Bref, l'hôpital, abandonné en 1997, est devenu une ruine envahie par la végétation et un sanctuaire pour les fantômes et les explorateurs urbains. En raison de sa sinistre réputation, il attire depuis des années les amateurs de sensations fortes et les enquêteurs du paranormal.
Mais voilà, le site est entouré de clôtures et surveillé par des détecteurs de mouvement. Pénétrer dans l'enceinte est illégal et la police est immédiatement alertée en cas d'intrusion. Au final, c'est peut-être mieux comme ça, laissons les âmes errer en paix. Bien, il est temps d'aborder le premier cas de poltergeist de l'iceberg. Au cœur de la Barbade, une île des Caraïbes réputée pour ses paysages paradisiaques, se cache un cimetière apparemment tranquille. Et pourtant, c'est ici que s'est produit l'un des mystères les plus fous et les plus inexplicables de l'histoire du paranormal. L'histoire commence au début du 19e siècle, lorsque la famille Chase y enterre une de leurs filles. Mais quand ils ouvrent le caveau, stupeur. Le premier cercueil a été déplacé. Évidemment, on pourrait penser à un acte de vandalisme, mais cette hypothèse vole en éclats. En effet, il faut plusieurs hommes pour déplacer la dalle de marbre qui ferme la chambre de pierre. Quelques années plus tard, un nouvel enterrement survient. On ouvre à nouveau le caveau, et là, c'est le chaos. Les deux cercueils sont sans dessus-dessous. Et ça continue à chaque enterrement. Les lourds cercueils de plomb sont retrouvés dans un désordre total, renversés et empilés les uns contre les autres, comme si une force de titan s'était déchaînée à l'intérieur du caveau, qui, rappelons-le, est toujours parfaitement scellé. Le mystère devient si grand que le gouverneur de l'île lui-même vient constater le phénomène. On décide alors de prendre les choses au sérieux. On remet tout en ordre, on répand du sable fin sur le sol pour déceler la moindre empreinte, et on scelle la porte avec les sceaux officiels du gouverneur. 8 mois plus tard, on rouvre le caveau devant une foule de témoins et d'officiels. Les sceaux sont intacts et le sable sur le sol est parfaitement lisse. Et devinez quoi les aventuriers? Les cercueils sont à nouveau dans un désordre apocalyptique et personne ne parvient à expliquer le phénomène. Les plus rationnels avancent l'hypothèse d'un phénomène sismique ultra localisé, voire une inondation. Les croyants, eux, sont convaincus que les esprits de la famille Chase refusent de reposer en paix. Et face à ce casse-tête, le gouverneur a pris une décision radicale. On sort tous les cercueils et on les enterre ailleurs, séparément. Depuis ce jour, le caveau des Chase est resté vide et la danse macabre a cessé. Du moins, pour le moment. Dans les vastes plaines de Saskatchewan au Canada, une ancienne ligne de chemin de fer abandonnée est le théâtre d'un des phénomènes les plus mystérieux et poétiques du paranormal. Chaque nuit, près de la petite ville de Saint-Louis, une lumière spectrale apparaît. Ce n'est pas une simple lueur, c'est le phare d'un train fantôme. La légende la plus répandue raconte l'histoire d'un conducteur de train du début du XXe siècle qui, en inspectant les rails, aurait perdu sa tête lors d'un passage de convoi. La lumière serait celle de sa lanterne alors qu'il cherchait éternellement sa tête le long de la voie ferrée. Une autre version parle d'un train entier qui aurait déraillé, tuant tous ses passagers et qui rejoue son dernier voyage en boucle. Depuis des décennies, des milliers de témoins, des habitants aux touristes en passant par les sceptiques, se rassemblent au bout de ce chemin de terre pour observer le spectacle. Ils décrivent tous la même chose. Une grande lumière blanche, semblable au phare d'une locomotive qui apparaît au loin, se déplace le long de l'ancienne voie ferrée avant de disparaître. Et parfois, est accompagnée d'une petite lumière rouge clignotante qui serait la lanterne du conducteur. Bon, évidemment, des enquêtes ont été menées et des étudiants ont gagné un prix en suggérant qu'il s'agissait d'une réfraction des phares d'une autoroute lointaine, mais leur théorie était largement contestée. En effet, le phénomène était déjà observé bien avant la construction de cette route. D'autres parlent de gaz des marées ou de phénomènes piézoélectriques, mais on reparlera de ces hypothèses dans la suite de l'iceberg. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les aventuriers? Phénomène naturel ou véritable train fantôme? Partagez vos théories dans les commentaires. Non loin de Forfar, une ville connue pour être le lieu de naissance du chanteur Bon Scott, le château de Glamis, avec ses tours et ses créneaux dignes d'un conte de fées, abrite l'une des légendes les plus sombres de l'aristocratie britannique. Ce n'est pas seulement le lieu où Shakespeare a situé le récit de Macbeth, c'est la prison d'un fantôme connu sous le nom de monstre de Glamis. La légende raconte que Thomas Bowes Lyon, l'héritier du domaine, serait né avec de terribles difformités. Pour éviter la honte, sa famille l'aurait déclaré mort à la naissance avant de l'enfermer dans une chambre secrète murée où il aurait vécu toute sa misérable vie. Son esprit, plein de rage et de solitude, serait toujours prisonnier de sa chambre cachée. On raconte qu'une nuit, des invités, cherchant à localiser la pièce, accrochèrent des serviettes à chaque fenêtre du château. Après en avoir fait le tour depuis l'extérieur, ils constatèrent avec horreur qu'une fenêtre restait sans serviette, la fenêtre de la chambre du monstre. Bon, ne me demandez pas pourquoi le fantôme de Thomas s'amuse à subtiliser une serviette, peut-être a-t-il besoin de prendre une douche après tout. Plus inquiétant encore, des gardes et des membres du personnel ont rapporté entendre des bruits de grattement et des gémissements provenant d'une section du mur et voir une ombre difforme se traîner sur les remparts lors des nuits de tempête. Outre cette histoire sordide, il faut le reconnaître, un autre esprit semble errer dans les couloirs du château une fois la nuit tombée. L'histoire donnée aux visiteurs par les guides prétend qu'un siège est toujours réservé pour la Dame Grise, un fantôme que l'on pensait être Janet Douglas, accusée de sorcellerie et envoyée au bûcher à Édimbourg en 1537.
Quoi qu'il en soit les aventuriers, je n'ai vraiment pas hâte de visiter le château de Glamis et je préfère rester bien au chaud chez moi. En tout cas, restez attentifs car on reparlera de l'Écosse dans la suite de l'iceberg. Après l'île de Poveglia que nous avons évoquée plus haut dans la vidéo, je vous emmène découvrir l'un des endroits les plus creepy du Mexique. Près de Mexico se trouvent les canaux Xochimilco, un petit lopin de terre longtemps habité par un ermite du nom de Don Julián Santana Barrera. L'histoire de la hantise commence dans les années 1950 avec une tragédie lorsque Julián découvrit le corps d'une petite fille noyée dans les eaux sombres du canal. Hanté par cet événement et par l'esprit de l'enfant qui, selon lui, le tourmentait, il trouva peu après une poupée flottant au même endroit. Alors, pour apaiser l'âme de la fillette, il l'accrocha à un arbre. Ce fut le début d'une obsession qui allait durer 50 ans. Pour protéger son île et calmer l'esprit, l'ermite a passé le reste de sa vie à collecter des poupées dans les poubelles et les décharges afin de les suspendre aux arbres. Le résultat est un paysage de cauchemar. Des milliers de poupées mutilées et démembrées suspendues aux arbres, leurs yeux vides couverts de toiles d'araignée. Julián lui-même affirmait qu'elle prenait vie la nuit, chuchotant entre elles, tournant la tête pour le suivre du regard. En 2001, l'histoire a pris une tournure encore plus tragique. L'homme a été retrouvé mort, noyé, exactement au même endroit où il disait avoir trouvé la petite fille. Et depuis l'ouverture de l'île au public, plusieurs visiteurs ont rapporté que les poupées bougeaient la tête, les bras ou ouvraient les yeux. En tout cas, si vous connaissez les histoires d'Annabelle et de Robert, vous savez qu'il vaut mieux se tenir à l'écart des poupées. On ne sait jamais quelle force obscure elles peuvent abriter. Les aventuriers, accrochez-vous, car nous entamons maintenant la descente dans les eaux profondes de l'iceberg. Ici, nous croiserons un manoir hanté par les esprits des Templiers, ainsi qu'une sorcière maléfique. Mais avant cela, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu, sinon le fantôme de YouTube pourrait bien piquer votre dernière part de pizza. En Inde, il existe un lieu si profondément maudit que le gouvernement lui-même a érigé des panneaux interdisant à quiconque d'y pénétrer entre le coucher et le lever du soleil. Bienvenue à Bangar, une magnifique cité fortifiée en ruine, perdue au pied des collines à Ravali. Construite au XVIIe siècle par le prince Madhav Singh, cette ville prospère fut abandonnée du jour au lendemain, figée dans une malédiction dont nul ne connaît vraiment l'origine. En effet, son histoire est scellée par deux légendes. La première raconte qu'un ascète du nom de Guru Balunath autorisa la construction à une seule condition, que l'ombre du palais ne touche jamais sa demeure. Quand un prince arrogant agrandit le palais, son ombre viola le sanctuaire de l'ermite qui maudit la ville pour qu'elle soit anéantie. La seconde légende, plus populaire encore, parle d'un sorcier nommé Singha, tombé éperdument amoureux de la princesse Ratnavati. Pour la conquérir, il ensorcela une huile qu'elle devait utiliser. Mais malheureusement pour lui, la princesse était aussi initiée à la magie et découvrit le sortilège. D'un geste rageur, elle jeta le flacon sur un rocher qui se mit à rouler vers le sorcier et l'écrasa. Dans son dernier souffle, Singha maudit la cité tout entière, condamnant chaque âme à errer sans jamais se réincarner. Peu après, une guerre éclata, les habitants furent massacrés, et depuis, leurs esprits hanteuraient les ruines de Bangar, prisonniers d'un jour sans fin. Aujourd'hui encore, le fort est placé sous la protection de l'Archaeological Survey of India. Et pourtant, malgré les interdictions que je vous ai évoquées, certains bravent l'interdit et disent avoir entendu des rires et des chants provenant des palais vides. D'autres racontent avoir vu des silhouettes blanches glisser entre les murs effondrés, ou senti une main invisible les pousser vers la sortie. Bonjour l'ambiance, hein, décidément, ces fantômes ne sont pas très accueillants. Mais ce n'est pas tout. On raconte que plusieurs personnes ayant tenté de passer la nuit à Bangar ont mystérieusement disparu. La plus célèbre de ces histoires est celle de 3 hommes. Après qu'un d'eux soit tombé dans un puits, ses amis l'en ont sorti et ont pris la route pour l'hôpital. Mais avant d'y arriver, leur voiture s'est écrasée, les tuant sur le coup. Bon bah c'est très joyeux tout ça, allons faire un tour en Angleterre pour nous changer les idées. Certains lieux sont bâtis sur des terres sacrées. D'autres sur des terres maudites bien avant la première pierre. L'Ancient Ram Inn dans le Gloucestershire appartient à cette seconde catégorie. Construite en 1145 pour loger les ouvriers d'une église voisine, cette humble auberge est aujourd'hui considérée comme la maison la plus hantée de Grande-Bretagne, non pas pour son apparence terrifiante, mais pour ce qui repose sous ses fondations. Car, en effet, le bâtiment se trouverait sur un ancien cimetière païen vieux de près de 5000 ans, à l'intersection de 2 lignes telluriques, ces supposés courants d'énergie terrestre qui traversent les sites sacrés du pays. Certains pensent que cette convergence agit comme un vortex, une porte ouverte vers un monde démoniaque. Son dernier propriétaire, John Humphreys, y a vécu plus de 50 ans. C'est lui qui a découvert par le plus grand des hasards, sous le plancher et dans les murs, des ossements d'enfants et des poignards rituels. Dès son installation, Humphreys affirma avoir été traîné hors de son lit par une force invisible, attaqué dans son sommeil et réveillé par des cris d'enfants. Pourtant, il n'a jamais quitté la maison, disant qu'il était lié à elle, comme si elle refusait de le laisser partir. Bref, au premier étage se trouve la pièce la plus hantée et la plus terrifiante de l'auberge.
la fameuse Bishop's Room. L'atmosphère y est si lourde qu'un médium qui en a ouvert la porte aurait été projeté à travers le couloir par une force invisible. On y verrait aussi un cavalier fantomatique traverser la pièce, ainsi que 2 moines spectraux dans un coin. On y entendrait les cris d'un homme assassiné, la tête plongée dans le feu. Près de la porte apparaîtrait aussi un berger spectral et son chien, tandis que ceux qui y dorment affirment souvent avoir été la cible d'un incube. Je trouve que ça fait un peu trop d'esprit pour une seule pièce. Je me demande ce qu'ils font lorsqu'ils ne sont pas occupés à tourmenter les visiteurs, peut-être bien une partie de Scrabble, allez savoir. Aujourd'hui encore, les chasseurs de fantômes s'y relaient, certains jurant y avoir enregistré des voix d'enfants et des pleurs étouffés. Tension Ram Inn n'est pas seulement hantée. C'est une maison malveillante où la frontière entre les vivants et les morts semble définitivement brisée. Il est grand temps que je vous parle du lieu hanté français de cette vidéo. J'aurais pu vous parler de la Dame Verte du château de Brissac ou encore des catacombes de Paris, mais je préfère vous raconter une histoire méconnue du grand public. Imaginez un instant. Vous quittez la route principale pour vous engager sur un chemin discret, bordé d'arbres centenaires. C'est au cœur de cette Normandie verdoyante que se dresse une bâtisse qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Le manoir de Sainte-Geneviève-des-Brumes. Mais ne vous y trompez pas les aventuriers, l'air que vous respirez ici est plus lourd qu'il n'y paraît. En effet, on raconte dans le village que le manoir serait maudit et que ce serait un lieu où la magie noire aurait laissé une empreinte indélébile, un stigmate des heures funestes vécues par ses anciens propriétaires. Et ces anciens propriétaires ne sont autres que les fameux Templiers. Vous connaissez l'histoire. Le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre du roi Philippe le Bel, tous furent arrêtés. Accusés d'hérésie, de sorcellerie et de vénérer des idoles venues d'Orient, ils furent soumis à la question par l'Inquisition. Alors, quand des visiteurs et même des propriétaires rapportent des faits étranges, comment ne pas y voir la main des fantômes du temple? Lorsque la nuit tombe, les bruits montent de la rivière Epte et commencent à lécher les contours du parc. C'est là que tout commence. Des coups sourds frappés aux portes, des tintements de cloches résonnent dans les greniers, et les objets se déplacent tout seuls. On dit même qu'une femme au visage blême et à l'allure décharnée glisse à travers les portes des chambres. Le parc lui-même n'est pas en reste. Plusieurs témoins jurent avoir vu une forme improbable apparaître entre les arbres. C'est un sarcophage de style égyptien qui se matérialise avant de disparaître si l'on tente de s'en approcher. Et que dire de ces 3 silhouettes de moines aperçues près de la rivière qui se volatilisent dès qu'un regard insistant se pose sur elles? Alors, je vous pose la question. Qui sont ces résidents clandestins qui se jouent des ombres et du brouillard? Sont-ils les vestiges d'horreur passées, la mémoire d'une commanderie tranquille transformée en chambre de torture? Les questions s'accumulent, mais les réponses, elles, restent prisonnières du silence et de la brume pour l'éternité. Après notre escapade dans la campagne normande, on part pour les plaines arides du nord-est de l'Espagne où s'est joué un terrible drame. Je suis certain que vous connaissez Guernica, ce village martyr bombardé pendant la guerre civile espagnole, immortalisé sur la toile par Picasso. En revanche, il y a fort à parier que vous ignorez tout du funeste destin de Belchite. Durant la guerre civile espagnole, ce petit village de l'Aragon fut le théâtre d'une bataille d'une violence inouïe. Le village fut entièrement détruit et des milliers de personnes y perdirent la vie. On dit que, pendant la bataille, les corps auraient été jetés dans un pressoir à huile souterrain, recouvert de chaux et scellés. À la fin de la guerre, le dictateur Franco ordonna la construction d'un nouveau village à côté, mais exigea que les ruines de l'ancien Belchite soient laissées intactes, comme un mémorial permanent de la victoire nationaliste. Il a créé sans le savoir un monument à la mémoire des fantômes. Au fil des décennies, les ruines atmosphériques attirent les passionnés de paranormal et inspirent de nombreuses histoires de fantômes. En effet, les visiteurs et enquêteurs affirment y avoir vécu divers phénomènes surnaturels. Beaucoup rapportent avoir entendu des voix désincarnées, des pas fantomatiques et les bruits des combats résonner dans les rues désertes. Plus effrayant encore, une histoire persistante raconte les cris effrayés d'un enfant appelant sa mère que l'on pourrait entendre au crépuscule et répétant sans cesse « Tengo miedo! Tengo miedo !» soit « J'ai peur » en français. Parfois, les appareils des parapsychologues enregistrent même des tirs de mitrailleuses et des explosions d'obus. Le traumatisme fut si intense qu'il a laissé une empreinte sonore indélébile sur les lieux, une véritable cicatrice audio qui se rejoue en boucle. Pour les aventuriers, si vous êtes en conflit avec votre voisinage, écoutez attentivement cette histoire, car cela pourrait bien vous éviter des ennuis. Car, en effet, une dispute de voisinage peut mener à des rancunes tenaces. Mais rarement une dispute mène à une entité spectrale qui tourmente votre famille, vous empoisonne, et devient le seul cas de l'histoire américaine où une histoire est officiellement attribuée à un fantôme. Notre histoire se déroule en 1817 dans le Tennessee, sur les terres de la famille Bell. Tout commence quand John Bell, le patriarche, voit un étrange animal aux allures de chien, avec une tête de lapin dans ses champs. C'est à partir de ce moment précis qu'une force invisible et malveillante s'installe dans la maison. Ce sont tout d'abord des coups et des grattements, puis très vite, des agressions physiques.
Les enfants sont giflés, leurs cheveux tirés et leurs couvertures arrachées en pleine nuit. Puis très vite, l'entité développe une voix et se présente comme l'esprit vengeur de Kate Batts, une ancienne voisine que John Bell aurait flouée dans une affaire. La sorcière des Bell, comme elle se surnomme elle-même, n'est pas un simple esprit frappeur. Elle est intelligente, conversationnelle et omnisciente. Elle interrompt les prières en chantant des chansons à boire, révèle les secrets les plus intimes des visiteurs et engage des débats théologiques. Sa renommée est telle que des centaines de personnes, y compris le futur président Andrew Jackson, viennent assister au phénomène. La légende raconte que Jackson et ses hommes, sceptiques, furent si violemment attaqués par l'entité qu'ils s'enfuirent de la ferme en pleine nuit. En 1820, John Bell tombe gravement malade et on le trouve dans un état comateux, avec une mystérieuse fiole à ses côtés. La sorcière se vante alors à voix haute d'avoir empoisonné le patriarche et, après sa mort, elle se déchaîne une dernière fois lors des funérailles, chantant joyeusement avant de promettre de revenir 7 ans plus tard. Aujourd'hui, la ferme a disparu, mais la grotte située sur la propriété où la sorcière se serait réfugiée est devenue une attraction touristique. Au cœur de la Transylvanie, terre de mythes et de légendes, se trouve une forêt qui n'a pas besoin de vampires pour être terrifiante. La forêt de Oyabachu, près de la ville de Cluj-Napoca, est un lieu où les lois de la physique et de la logique semblent se tordre comme les troncs de ces arbres. Surnommé le triangle des Bermudes de la Roumanie, sa réputation moderne est dans les années 1960, lorsque 2 hommes photographient d'étranges phénomènes lumineux et un ovni en forme de disque, l'un des clichés les plus clairs jamais pris. Ces événements ont ouvert une boîte de Pandore, révélant une anomalie bien plus profonde et ancienne. Car Oyabachu n'est pas seulement hantée par des fantômes, elle est une hantise en soi. Les visiteurs apportent une gamme déconcertante de phénomènes, comme des pannes électroniques soudaines, l'apparition d'orbes lumineux et des voix désincarnées qui semblent venir de nulle part. Beaucoup ressentent une anxiété intense, des maux de tête et parfois même des brûlures ou des éruptions cutanées apparaissant sur leur peau. La forêt est aussi le théâtre de disparitions inexpliquées et de pertes de notion du temps. Une légende célèbre raconte qu'un berger et son troupeau de 200 moutons se sont volatilisés sans laisser la moindre trace. Une autre parle d'une jeune fille qui s'est aventurée dans les bois et en est ressortie 5 ans plus tard, portant les mêmes vêtements immaculés, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Mais au-delà des légendes, le plus étrange est la forêt elle-même. Les arbres poussent dans des formes contorsionnées, en spirale, comme s'ils essayaient d'échapper à quelque chose. Au centre de la forêt se trouve une clairière parfaitement circulaire où rien, absolument rien, ne pousse depuis des décennies, malgré les analyses qui montrent un sol tout à fait normal. Est-ce un portail interdimensionnel, une porte pour les esprits de paysans assassinés ou un champ énergétique inconnu? Allez savoir, personne n'a la réponse. Bienvenue dans les abysses, les aventuriers. Dans ses profondeurs, un immeuble porte encore les traces brûlantes d'un drame passé, une montagne émet d'étranges lumières qui défient toute explication, et une mystérieuse région abrite des créatures insaisissables ainsi que des esprits malveillants. Bon, la plupart des maisons hantées le deviennent suite à une tragédie. Mais que se passe-t-il quand on construit sa maison directement sur le lieu d'une tragédie? En 1857, Thomas Whaley construit une magnifique demeure en briques pour sa famille à San Diego, en Californie. L'emplacement était absolument parfait, sauf pour un détail minuscule. Il se trouvait sur le site même de l'ancienne potence de la ville. Oui, on peut dire que c'est vraiment pas de bol, voire même de l'inconscience pure. 4 ans plus tôt, un voleur de chevaux nommé Yankee Jim Robinson y avait été pendu. Et dès que la famille Whaley emménagea, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Ils entendaient constamment les bruits de pas lourds et pesants d'un homme invisible, ceux de Yankee Jim, errant dans les couloirs. Mais ça, ce n'était que le premier d'une longue liste de résidents spectraux. En fait, la Whaley House n'est pas hantée par un esprit, elle est habitée par toute une communauté de fantômes, principalement les membres de la famille Whaley elle-même. Tout d'abord, il y a le fantôme de Thomas, dont on sent encore l'odeur de cigare, mais aussi celui de son épouse, Anna, dont le parfum de lavande flotte dans l'air. Et si vous promenez dans les couloirs de la maison, vous pourrez également entendre les pleurs du jeune Thomas Jr., mort de la scarlatine. Plus troublant encore, l'esprit de sa sœur Violette, qui a mis fin à ses jours après un mariage désastreux, est souvent aperçu à l'étage. En 1960, la maison était officiellement classée hantée par le gouvernement américain. C'est un fait rare qui confirme que lorsque vous visitez la Whaley House, vous n'êtes pas dans un musée. Vous êtes l'invité des fantômes de la demeure. On connaît les montagnes Blue Ridge pour leur bottes à couper le souffle, chantées par John Denver dans Country Roads. Mais sous cette douceur bucolique, il y a une autre facette du paysage. Celle d'un ciel hanté par d'étranges lumières, un spectacle que personne n'a jamais vraiment su expliquer. En effet, les Brown Mountain Lights, ou lumières de la montagne brune, fascinent les tribus amérindiennes et les premiers colons, et continuent aujourd'hui de captiver les scientifiques et les curieux. Ces lumières fantomatiques, qui sont des orbes silencieux de couleur blanche, rouge ou bleue, apparaissent au-dessus de la crête de la montagne, flottent, s'intensifient, puis disparaissent sans laisser de traces.
Selon la légende la plus ancienne, celle des Cherokees, elles seraient les lanternes des esprits de femmes cherchant leur mari mort dans une grande bataille sur la montagne. Une autre légende évoque l'esprit d'un esclave assassiné errant pour retrouver son maître. Et d'un point de vue plus rationnel, les théories scientifiques se multiplient depuis des décennies. Gaz des marées, réfraction des lumières des villes voisines, phénomènes piézoélectriques liés au stress des plaques tectoniques ou même de simples formes de foudre en boule. En 1922, une étude du gouvernement américain conclut qu'il s'agissait simplement des phares d'un train, mais les lumières ont continué d'apparaître longtemps après la destruction de la voie ferrée. Pour ajouter à la bizarrerie de la situation, des pilotes militaires, des photographes amateurs et de nombreux habitants ont observé ces lumières, parfois se comportant comme s'ils répondaient aux lampes de poche des curieux, ce qui donne l'impression d'une intelligence derrière le phénomène. Plus haut dans l'iceberg, je vous ai présenté le cas très connu d'Amityville. Mais à moins d'être un passionné de true crime, il est probable que l'affaire des meurtres de Villisca vous soit inconnue. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1912, dans la petite ville endormie de Villisca, une nage s'abattit avec une violence inouïe. 8 personnes, 6 membres de la famille morts et 2 jeunes invités, furent sauvagement assassinés dans leur sommeil. La maison de Villisca livrait plusieurs indices étranges et troublants. Les visages des victimes étaient couverts par des couvertures ou des vêtements, et tous les miroirs de la maison étaient recouverts de draps. Des objets inhabituels ont également été découverts. Un morceau de bacon enveloppé dans un linge, un bol d'eau sanglante et la hache laissée au rez-de-chaussée. Plus troublant encore, le meurtrier semble avoir passé du temps dans la maison après les crimes. Et malheureusement, l'enquête a été fortement compromise par l'afflux de curieux qui ont piétiné la scène de crime avant qu'elle ne soit sécurisée. Plusieurs suspects ont été identifiés au fil des années comme le révérend George Kelly, qui fut jugé 2 fois pour ses crimes mais acquitté, ou encore Paul Müller, un immigrant allemand au comportement louche. Vous l'aurez compris, ce crime, brutal et incompréhensible, ne fut jamais élucidé. Cette impunité et ce mystère ont transformé la modeste Maison Blanche en un sanctuaire de l'horreur et en un des lieux les plus hantés du Midwest américain. Mais ce qui nous intéresse vraiment les aventuriers, ce sont les événements qui se sont produits dans la maison après le drame. En effet, les visiteurs et enquêteurs paranormaux de la maison de Villisca affirment avoir été touchés, griffés ou poussés par une force invisible. D'autres ressentent une oppression qui emplit la pièce et, surtout, les objets semblent se déplacer seuls, des chaises se balancent sans intervention humaine et des bruits de pas se font entendre à l'étage, accompagnés parfois du roulement d'une balle d'enfant. Plus original encore, certains témoins rapportent un état étrange après leur visite, comme une sorte de gueule de bois paranormale qui dure quelques jours. Alors certes, je vous le concède, l'exploitation de la maison à des fins touristiques frise le mauvais goût et l'indécence. Mais il semblerait que quelque chose de néfaste se cache dans les murs de la maison malgré les travaux de restauration entrepris. Et malheureusement, ce chapitre se termine sur une dernière note d'horreur. En 2014, sans que l'on sache vraiment pourquoi, un enquêteur paranormal y séjournant s'est poignardé dans la poitrine. Très bien les aventuriers, on change radicalement d'ambiance avec l'un des cimetières les plus effrayants au monde. Dans le désert de Atacama au Chili se trouvent les squelettes de 2 villes minières, Humberstone et La Noria. Abandonnées dans les années 1960 après l'effondrement de l'industrie du salpêtre, elles sont devenues des villes fantômes. Mais à La Noria, le mot fantôme prend un sens bien plus littéral et son cimetière est l'un des lieux les plus macabres de la planète. En effet, l'histoire de la ville est marquée par l'exploitation et la souffrance. Les mineurs, y compris des enfants, travaillaient dans des conditions proches de l'esclavage, leur vie était courte et brutale et leur dernière demeure semblait refléter cette brutalité. Le cimetière de La Noria est donc une véritable vision d'horreur et un témoignage poignant du passé. Des décennies de vent du désert et de pillages de tombes laissent un spectacle apocalyptique, les cercueils sont à l'air libre, les tombes sont ouvertes, et des squelettes et des ossements blanchis par le soleil sont visibles à même le sol. Et c'est ce spectacle cauchemardesque qui semble avoir réveillé les morts. Les rares visiteurs et les habitants des villes voisines affirment que la nuit, le cimetière prend vie. On y verrait des apparitions d'enfants et de mineurs spectraux, et on y entendrait des bruits de pas et des voix. La photo la plus célèbre associée au lieu montre ce qui semble être un mort-vivant se levant de sa tombe, bien qu'elle soit probablement un canular. Par ailleurs, les habitants et visiteurs rapportent depuis des années des phénomènes paranormaux. Des masses d'ombres noires et des apparitions corporelles complètes ont été observées dans toute la ville, mais 2 lieux sont particulièrement connus pour leur activité paranormale. Ainsi, le lieu le plus hanté de La Noria serait l'école. Des témoins affirment avoir vu des apparitions d'enfants et des visages les observer depuis les fenêtres. Et comme si cela n'était pas suffisamment flippant, on entend des rires et des sons de jeux d'enfants, ainsi que des pas lorsque personne n'est présent. La ville possédait également son propre théâtre, mais depuis son abandon, il n'est plus qu'un lieu désert. Plusieurs personnes ont signalé avoir vu une silhouette fantomatique se déplaçant très rapidement. Peut-être s'agit-il du fantôme d'un artiste ayant donné son dernier spectacle il y a de cela des décennies. Allez les aventuriers, un peu de courage, on reste sur le continent sud-américain, mais on change complètement de décor.
Nous voici au cœur de la métropole effervescente de Sao Paulo, au Brésil, où se dresse un gratte-ciel comme tant d'autres. Et pourtant, celui-ci n'est pas ordinaire. Pour les Brésiliens, il est le symbole d'une des tragédies les plus marquantes de leur histoire. Le 1er février 1974, un court-circuit dans une unité de climatisation au 12e étage déclenche un incendie dévastateur. Malgré la structure en béton résistant au feu, l'intérieur était rempli de matériaux hautement inflammables comme des cloisons en bois, des dalles de plafond en fibre de cellulose et des moquettes synthétiques. L'absence de dispositifs de sécurité modernes, tels que des arroseurs et plusieurs sorties de secours, a permis au feu d'engloutir la tour de 94 mètres en seulement 20 minutes. Et pour ne rien arranger au cauchemar, les pompiers ont été freinés par la circulation et par un équipement insuffisant, leur échelle, ne pouvant atteindre que le 14e étage de cet immeuble de 25 étages. Le bilan est absolument tragique. Parmi les 756 personnes présentes, 179 ont perdu la vie et plus de 300 ont été blessés. En fait, il semblerait qu'une malédiction se soit abattue sur l'immeuble Joelma, du moins pour les plus superstitieux. Car, en effet, le terrain sur lequel l'immeuble a été construit était le site d'un crime célèbre où un homme avait tué sa mère et ses sœurs avant de retourner l'arme contre lui. Bref, depuis l'incendie, l'immeuble est considéré comme l'un des lieux les plus hantés d'Amérique du Sud. Les employés qui travaillent aujourd'hui dans le bâtiment rapportent une litanie de phénomènes paranormaux, comme des gémissements et des cris entendus dans les couloirs et les cages d'ascenseurs, mais aussi l'odeur persistante de fumée de chair brûlée, ainsi que des apparitions de silhouettes carbonisées. L'une des légendes les plus poignantes qui entourent le lieu est celle des 13 âmes, c'est-à-dire 13 personnes mortes dans un ascenseur, dont les corps n'ont jamais pu être identifiés et qui ont été enterrés ensemble. Des gens viennent même déposer des verres d'eau dans une chapelle improvisée afin d'étancher leur soif éternelle. Bref, après le Brésil, concluons les abysses de l'iceberg avec l'un des endroits les plus étranges du nord-est des États-Unis d'Amérique. Non loin du tristement célèbre triangle de Bennington, que j'ai évoqué dans l'iceberg des disparitions mystérieuses, se trouve une zone de 520 km² qui semble être un véritable aimant pour l'étrange. Bienvenue au triangle de Bridgewater, dans le sud-est du Massachusetts, un territoire où le voile entre le réel et l'inexplicable semble toujours mince. Délimité par les villes d'Abington, Rehoboth et Freetown, ce triangle a été baptisé ainsi dans les années 1970 par le cryptozoologique Loren Coleman, et depuis, il fascine autant qu'il terrifie. Marcher dans le triangle de Bridgewater, c'est s'aventurer dans un labyrinthe où chaque bruit, chaque mouvement pourrait bien n'être autre chose que ce qu'il paraît. Certains jurent avoir aperçu une créature gigantesque, bipède et velue, semblable à un singe qui se glisserait silencieusement entre les arbres et les roseaux. D'autres décrivent les fameux oiseaux tonnerres, avec des ailes déployées pouvant atteindre 3,5 mètres, survolant la forêt, avec une majesté inquiétante. Et puis, il y a les lumières, des orbes lumineuses, rouges, blanches ou bleues, flottant au-dessus du marais comme si elles dansaient pour attirer l'œil des imprudents. Mais le triangle ne se limite pas aux cryptides et aux apparitions célestes, car les fantômes, eux, sont bien ancrés dans la terre. Ainsi, Profile Rock serait le siège d'un esprit assis qui observe en silence les intrus. À l'université d'État de Bridgewater, des poltergeists s'amusent à déplacer les objets et à faire résonner des pas là où personne ne se trouve. Mais alors, que se passe-t-il réellement ici? Certains invoquent les malédictions des Amérindiens, murmurant que les combats avec les colons pendant la guerre du roi Philippe ont laissé une empreinte irréversible sur ces terres. Les plus rationnels, eux, évoquent des anomalies magnétiques capables de perturber la perception humaine et de déclencher les phénomènes observés. Bref, si vous décidez un jour de vous aventurer dans le triangle, souvenez-vous de ceci. Ici, tout peut être réel ou rien ne l'est vraiment. Félicitations les aventuriers, nous atteignons maintenant les ténèbres absolues de notre iceberg. C'est ici que nous allons explorer la hantise vécue par Al Capone, mais aussi un terrible poltergeist qui terrorise un cimetière écossais, ainsi que l'un des endroits les plus maudits de Russie. Bon, certaines routes sont faites d'asphalte, d'autres sont faites de gravier. La route de Kolyma dans le Grand Nord russe est faite d'ossements humains. Surnommée la route des os, cette autoroute de plus de 2000 km a été construite entre 1932 et 1953 par les prisonniers des camps du goulag stalinien. Mais derrière sa fonction logistique, elle porte surtout le poids d'une tragédie inimaginable. Imaginez un instant le froid glacial de la Sibérie orientale. Des températures descendant régulièrement à moins 70 degrés Celsius, un terrain hérissé de marécages, de rivières gelées, de montagnes, où chaque pas peut être mortel. Dans ce désert gelé, la survie était impossible, et la faim, la brutalité des gardes et l'épuisement ont fait plus de victimes que le froid lui-même. Les corps des défunts, gelés et impossibles à enterrer dans le permafrost, ont été incorporés directement dans le remblai de la route. La Kolyma n'est pas seulement une voie de circulation, c'est un gigantesque cimetière à ciel ouvert, chaque pierre portant l'ombre d'un disparu. Aujourd'hui encore, ceux qui s'aventurent sur cette route isolée racontent des histoires troublantes. Certains jurent avoir vu des silhouettes décharnées, vêtues de haillons, surgir du brouillard ou des forêts alentours, traverser la route, puis disparaître dans la neige. D'autres parlent d'autostoppeurs spectraux montant dans les camions avant de s'évanouir mystérieusement.
Enfin, les radiotransmissions des conducteurs capent parfois des voix lointaines ou des gémissements, comme si le vent portait encore les souffrances des prisonniers. Nous voici de retour en Écosse, les aventuriers. Bon, en général, les fantômes sont les victimes. Mais que se passe-t-il quand le fantôme est celui du bourreau? Au XVIIe siècle, Sir George Mackenzie est un avocat impitoyable, responsable de la persécution et de la mort de centaines de covenantaires, des presbytériens qui refusaient la mainmise du roi sur la religion. Ces prisonniers furent entassés et torturés dans une section du cimetière de Greyfriars, connue aujourd'hui sous le nom de Covenanters Prison, parfois décrite comme l'un des premiers camps de concentration religieux de l'histoire moderne. Et, ironie macabre, Bloody Mackenzie fut enterré quelques mètres plus loin, dans un somptueux mausolée de pierre noire. Le décor est planté. Pourtant, pendant 3 siècles, aucun incident ne vient troubler le calme du cimetière. Jusqu'en 1999, lorsqu'un sans-abri cherchant refuge force la porte du mausolée noir et profane accidentellement le cercueil de Mackenzie. C'est une grave erreur, car, depuis, l'esprit du défunt déchaîne sa colère sur les malheureux qui osent s'aventurer dans le cimetière. Et attention, je ne vous parle pas de 2 ou 3 cas isolés. Les guides de la ville d'Édimbourg ont constitué de véritables dossiers de brûlures et de témoignages, répertoriant des griffures, brûlures et évanouissements soudains. Et ça, ce n'est pas le pire. Le médium Colin Grant est mort d'une crise cardiaque alors qu'il tentait d'entrer dans la prison des Covenanters. Aujourd'hui encore, certains édimbourgeois refusent de traverser le cimetière à la nuit tombée. Même J.K. Rowling, qui s'en est inspiré pour baptiser Tom Jedusor, autrement dit Lord Voldemort, n'a jamais caché qu'elle évitait d'y retourner seule. Et je pense qu'on ferait mieux de suivre l'exemple de la mère d'Harry Potter. Mieux vaut éviter de s'aventurer seul dans Greyfriars une fois la nuit tombée, ou mieux encore, ne jamais y mettre les pieds. Non loin du cercle arctique, s'étend un territoire que peu d'hommes ont foulé et dont beaucoup ne sont jamais revenus. On l'appelle la vallée de Narani. Et pour ceux qui connaissent son histoire, un autre nom s'impose avec un frisson, la vallée sans tête. Située à plus de 500 km de la ville la plus proche, la vallée semble hors du temps. Peine avant l'arrivée des explorateurs, les peuples d'Ain connaissaient ces terres. Leur légende parle d'une autre tribu, les Naa, un peuple farouche vivant dans les montagnes et descendant dans les plaines pour attaquer les villages. Les colons auraient sans doute oublié cette histoire étrange si, au début du XXe siècle, la vallée n'était pas devenue théâtre d'une série de morts étranges et terriblement macabres. Tout commence en 1906. 2 frères d'origine métisse, Willie et Frank MacLeod, quittent Fort Liard, persuadés que les rivières de la Narani recèlent de l'or. Ils s'enfoncent dans les gorges à bord de leur canoë et plus jamais on ne les revoit vivants. 2 ans plus tard, on retrouve leurs corps carbonisés et 2 hommes sont là, étendus dans la cendre. Leurs corps sont intacts, mais leurs têtes ont disparu. L'enquête ne mène à rien. Les habitants murmurent que les Naa sont revenus, d'autres parlent de bêtes sauvages ou encore de chercheurs d'or jaloux. Les années passent et les morts s'accumulent. En 1917, on retrouve Martin Jorgensen sans vie devant les ruines calcinées de sa cabane. 10 ans plus tard, on découvre le squelette d'un certain Yukon Fisher, gisant non loin du lieu où les frères MacLeod ont péri. D'autres morts suivront. Angus Hall en 1928, Phil Powers en 1931 et Bill Lepierre en 1936. On retrouve parfois des cabanes incendiées, parfois rien du tout, seulement le silence et les traces de pas qui s'effacent dans la neige. Certains témoins prétendent avoir vu des silhouettes humaines se déplacer sur les crêtes au crépuscule. D'autres parlent de rires étranges portés par le vent ou de visages gravés dans la roche. Même les trappeurs les plus aguerris refusent d'y passer la nuit. Les scientifiques cherchent des explications rationnelles, mais rien ne justifie l'étrange constance du phénomène. Pourquoi tant de corps sans tête? Pourquoi ces incendies répétés? Et pourquoi tant de disparitions sur un territoire presque désert? Avant d'aborder les 2 dernières histoires de l'iceberg, et oui, déjà, laissez-moi vous présenter ce que pourrait bien être le lieu le plus hanté des États-Unis. Au cœur de Philadelphie se dresse un monstre de pierre et de fer, l'Eastern State Penitentiary, la toute première prison moderne d'Amérique. Lorsqu'elle ouvre ses portes en 1829, elle se veut un modèle de progrès. On y enferme les criminels seuls, dans des cellules où règne le silence, la pénombre et la solitude. Mais comme dans le cas de Port Arthur que nous avons évoqué en début de vidéo, c'est la folie qui s'installe. Les prisonniers sombrent, les murs résonnent de gémissements étouffés, et la rédemption se transforme en cauchemar. Charles Dickens, à qui l'on doit Oliver Twist, dira même que cette prison brise l'esprit, plus sûrement que les chaînes ne brisent le corps. Avec le temps, le pénitencier devient un enfer, et on y pratique des châtiments d'une cruauté glaçante. Des bains de glace, des camisoles de force, ainsi que des semaines entières d'isolement dans des cellules sans lumière. Parmi ces pensionnaires célèbres, on retrouve Al Capone. Le roi du crime de Chicago y purge 8 mois, dans une cellule étonnamment confortable. Mais la nuit, les gardiens jurent entendre ses cris de terreur. Capone hurle qu'un certain Jimmy Clark, l'une des victimes du massacre de la Saint-Valentin qu'il a commandité, vient le tourmenter.
Mais Jimmy Clark n'est pas le seul à errer sans but dans les couloirs de la prison. On raconte que le fantôme de Slick Willie Sutton, un braqueur élégant mais impitoyable, hante encore le tunnel qu'il a creusé pour s'évader en 1945. Certains visiteurs disent entendre des coups sourds venant du sol, comme si Willie frappait encore la pierre, obstiné à retrouver la liberté qu'il a perdue. D'autres parlent de Babe Andreoli, un meurtrier abattu après sa fuite en 1943, revenu hanter la cellule où il a juré qu'on ne le reprendrait jamais vivant. La plupart des châteaux sont hantés par des fantômes, c'est-à-dire les âmes humaines piégées par la tragédie. Mais le château de Leap, dans le comté d'Offaly en Irlande, est hanté par quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien et de non humain. Construit par le clan O'Carroll au XVe siècle, Leap Castle est un lieu où l'histoire a laissé des traces indélébiles. Chaque pierre semble saturée de violence. Des fratricides ont eu lieu sur l'autel de la chapelle, des invités ont été empoisonnés, et les rumeurs les plus sombres parlent d'une oubliette découverte au début du XXe siècle. Les ouvriers auraient trouvé assez d'ossements humains pour remplir 3 charrettes empalées sur des pics au fond de ce puits de l'horreur. Mais ce n'est pas tout. Ce sang, ces trahisons, ces morts violentes, ils ont nourri un gardien, une force que rien ne peut expliquer complètement. L'élémental. La première à le rencontrer fut Mildred Darby, l'épouse du propriétaire de l'époque. Elle le décrit comme une créature de la taille d'un mouton, moitié décomposée, avec des orbites noires qui semblent aspirer la lumière. Sa démarche est voûtée, maladive, mais chaque mouvement respire la haine et la malveillance. Et avec son apparition, un parfum insoutenable s'invite. Un mélange de soufre et de chair pourrie qui glace le sang, rien qu'à l'évoquer. Contrairement aux fantômes humains, l'élémental n'a pas d'histoire individuelle. Les théories suggèrent qu'il s'agit d'un esprit de la nature, invoqué par de mystérieux druides bien avant la construction du château, et corrompu par les siècles de massacres qui ont ensanglanté ses murs. Mais Leap Castle n'est pas seulement le domaine de l'élémental. Dans la Priest House, l'ombre d'un homme disparu avec un tonneau continue d'errer, silencieuse mais bien présente. Dans la Murder Hall Room, la mémoire d'un homme assassiné par son propre frère se manifeste encore. Certains visiteurs ont vu des taches rouges apparaître sur le sol ou entendu des cris étouffés dans le silence. Et puis, il y a la Red Lady, figure emblématique du château. Armée d'un poignard et enveloppée de colère, elle incarne la vengeance d'une femme trahie et perdue dans le désespoir. Vous l'aurez compris, chaque pièce, chaque escalier, chaque recoin de Leap Castle respire l'horreur et l'histoire. Les visiteurs qui osent s'aventurer ici racontent des bruits impossibles à expliquer, des ombres qui bougent à la lisière de la vision, et ce sentiment oppressant que quelque chose vous observe constamment. Nous sommes arrivés en bas de l'iceberg des lieux hantés les aventuriers. Et ce que je m'apprête à vous raconter est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et croyez-moi, cette histoire ne vous laissera pas indemne. Parfois, le fantôme le plus terrifiant n'est pas celui d'un mort, mais le vôtre. Nous sommes en 1945 à Neuvelk, dans la région de Livonie, aujourd'hui à cheval entre l'Estonie et la Lettonie. C'est là, dans un pensionnat pour jeunes filles nobles, qu'une Française du nom d'Émilie Saget vient d'être engagée comme professeure de français. Elle est cultivée et appréciée de ses élèves, comme de la direction. Rien, absolument rien ne la distingue d'une autre femme, si ce n'est le phénomène inexplicable qui va suivre. Les premières semaines se déroulent normalement, puis de petites rumeurs commencent à circuler parmi les pensionnaires. Certains jurent avoir vu leur préceptrice dans un endroit alors qu'elle se trouvait ailleurs. Jusqu'au jour où le chef jardinier affirme l'avoir vue se promener dans le parc, un livre à la main, alors qu'à ce même moment, elle dînait au réfectoire. Intrigué, il vérifie et la trouve bien à table. Quand il revient dehors, l'autre Émilie s'est volatilisée. Très vite, les témoignages se multiplient. Un matin pendant son cours, alors qu'Émilie écrit une fable au tableau, plusieurs élèves se figent. Elles aperçoivent au fond de la classe une autre Émilie, assise, silencieuse et les fixant, tandis que celle du tableau continue d'écrire, sans se douter de rien. Et ça, ce n'est que le début du cauchemar. Une fois, 2 élèves qui brodaient près d'une fenêtre voient leur professeur dans le jardin, puis l'instant d'après, assise immobile près d'elle. Par curiosité, elle s'approche et tente de la toucher. Leurs doigts traversent sa robe, mais elles rencontrent une étrange résistance, comme si elles effleuraient un tissu dense et froid. Puis le double s'évanouit dans l'air, les élèves hurlent et le bruit se répand dans l'établissement. En quelques semaines, le pensionnat se vide et les parents refusent d'y laisser leur fille. La direction, acculée, convoque Émilie qui finit par avouer. 18 écoles avant celle-ci l'ont renvoyée pour les mêmes raisons. Mais elle jure, elle aussi, de rien comprendre à cette histoire. L'affaire est rapportée des années plus tard par une élève nommée Julie von Guldenstube, qui deviendra l'un des cas les mieux documentés de doppelganger de l'histoire. Pour expliquer le phénomène, certains parlent de bilocation, de dissociation mentale, voire même d'une hystérie collective. Mais dans tous les récits, un détail revient. À chaque apparition de son double, Émilie semblait s'affaiblir, comme si elle perdait un morceau d'elle-même à chaque fois que son autre surgissait. Après son renvoi, la trace d'Émilie Saget devient floue, mais depuis, son nom hante les récits d'occultisme et de psychologie.
Parce qu'au fond, cette histoire ne parle pas de fantômes, ni même de malédiction. Elle parle de nous et de cette idée effrayante qu'on pourrait, un jour, se retrouver face à soi-même. Et voilà les aventuriers, nous touchons au terme de notre descente dans l'iceberg des lieux hantés. J'espère que ce voyage à travers les châteaux maudits, les forêts interdites et les prisons fantomatiques vous a fait frissonner et que vous allez réussir à vous endormir ce soir. Si certains fantômes ou phénomènes vous ont plu et que vous souhaitez exposer vos théories, partagez-les dans la section commentaires. Et puis, je me répète, mais n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ne prend que quelques instants et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les aventuriers. Prenez le temps de laisser vos esprits vagabonder dans ces lieux mystérieux et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.